Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Parce qu'elles connaissent les impacts négatifs de cette industrie sur nos vies et sur l'environnement, ces femmes ont choisi de mettre en avant une mode plus humaine, plus durable, plus inclusive et moins polluante pour notre planète. Cette semaine, je reçois Élise Chalmin, créatrice de la marque éponyme. J'ai découvert Élise sur les réseaux sociaux il y a quelques années déjà, et depuis, je trouve que son discours ne cesse d'évoluer et qu'il est de plus en plus engagé. Alors ça m'a donné envie de creuser et de poser des questions à Élise sur ses convictions et sur ses valeurs. Avec Élise, on a parlé de la réalité derrière le Made in France. Ces t-shirts, par exemple, sont fabriqués au Bangladesh, mais la loi française l'autoriserait à les estampiller Made in France. On a aussi évoqué les difficultés de la fabrication française. Depuis les débuts de l'aventure, il y a 5 ans, Élise ne se verse toujours pas de salaire. Alors aujourd'hui, elle a dû faire un choix pour ne pas mettre la clé sous la porte. Elle pouvait soit augmenter ses prix, soit passer à des matières synthétiques moins onéreuses, soit opter pour de la fabrication européenne. Je vous laisse écouter l'épisode pour découvrir son choix et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Élise. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir répondre à mes questions pour cet épisode. Alors, pour cette première question, j'aimerais bien qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle de mode. Est-ce qu'on t'en parlait quand tu étais plus jeune? Est-ce que c'était un sujet de discussion? Comment est-ce qu'on t'en parlait? Je pense que ma mère, elle a toujours aimé ça, donc oui, c'était quelque chose. Enfin, elle a toujours aimé nous habiller. Et moi, j'ai toujours aimé m'habiller aussi. Je pense que franchement, je m'habillais de manière assez originale. J'adorais associer mes chaussettes avec autre chose dans ma garde-robe, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. J'en sais rien, mais je mettais des chaussettes rouges parce que j'avais un sweat rouge. Enfin, voilà, je me souviens encore au collège, j'avais un sweat que ma cousine m'avait filé qui était rouge. J'avais des Converse rouges et un jean gris, je mettais tout le temps ça. Donc ouais, je pense que ma mère elle a toujours adoré ça. Après, elle faisait un boulot qui n'avait rien à voir, mais c'est quelque chose qui l'intéressait pas mal et qui l'intéresse toujours aujourd'hui. Et plus l'allure que même le vêtement en lui-même. Et donc oui, ça m'a toujours intéressée, quoi. Ok. Et comment a évolué ton rapport aux vêtements? Alors, en fait, ça a été un peu particulier parce que moi, j'ai été très 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 mince quand j'étais jeune. Je suis toujours très mince, mais aujourd'hui, ça passe, quoi. Quand j'étais plus jeune, ça a été quand même un vrai, comment dire, pas traumatisme, mais enfin, j'étais très mal dans ma peau parce que j'étais vraiment très très mince. Il y a beaucoup de gens qui me disaient que j'étais maigre. Moi, ce mot, je ne peux pas l'entendre. Donc, ça a été un peu difficile parce que j'ai eu un rapport à mon corps très difficile. Et en fait, c'est quand j'ai commencé un peu à grandir, à me sentir un peu mieux dans mes baskets, à me rendre compte que je plaisais un peu aux garçons, que je me suis dit, mais là, en fait... faut oser, enfin, arrête d'essayer de faire en sorte qu'on ne te voit pas et fais en sorte en fait qu'on te voit. Et c'est là que je pense mon rapport aux vêtements a vachement changé. Mais je me souviens encore que j'étais en 4e, j'ai redoublé donc en 2e, 4e. Mon frère m'avait filé un jean à lui parce que j'adorais le délavage de ce jean. Et j'avais passé toute une nuit à recoudre le jean pour qu'il soit moulant. Parce qu'en fait j'étais tellement mince que j'avais aucun jean qui me moulait, donc je m'en souviens, j'avais cousu ce truc avec du fil de nylon parce que c'était le seul truc que j'avais pour faire des colliers de perles et j'étais trop contente le lendemain d'aller à l'école, mais moi je m'en rendais pas compte que je pense que ouais, il y avait des gens qui se disaient mais c'est horrible tellement elle est mince, enfin faut pas qu'elle mette des trucs moulants. Mais moi j'étais trop contente. Et donc voilà, et donc moi après ce rapport aux vêtements a vraiment changé quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux dans ma peau. Oui, à t'assumer, quoi. Ouais. C'est-à-dire que, ok. Je me souviens avoir fait un régime grossissant
quand j'étais en seconde. Enfin, c'était pas du tout établi ou quoi que ce soit, mais le but, c'était de manger le plus possible. Je me réveillais la nuit pour boire du coca. Juste, on avait établi un challenge avec une copine. Elle, son but, c'était de perdre 2 kilos en un mois. Moi, c'était d'en prendre 2, quoi. Donc, en gros, je faisais tout pour pouvoir grossir. Donc, bon, voilà. Et puis après, vers 18 ans, en fait, entre 16 et 18 ans, en fait, on prend du poids naturellement. Donc ça a été un peu mieux, ouais. Comme ça aussi que j'ai commencé à accepter plus mon corps, quoi. Ok. D'accord. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que forcément, les vêtements disent beaucoup de la personnalité et de comment on appréhende son corps. Donc, et donc, en 2017, je crois, hein, c'est ça, tu crées donc ta marque éponyme Élise Chalmin. Et tes vêtements sont originaux, hein, dans le très bon sens du terme, puisque ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais donc, dans ces cas-là, comment on fait pour se créer sa place dans un univers quand même de la mode, de l'industrie textile qui est assez codé, avec quand même certaines attentes. Du coup, quand on sort un peu de ce moule-là, de cette case-là, on fait comment pour trouver sa place et s'imposer ? Alors moi, en fait, j'ai jamais vraiment voulu faire de la mode. Et d'ailleurs, on parle, nous, d'une mode on fait des vêtements qui se démodent pas. On fait des imprimés. En fait, moi, je fais pas vraiment des vêtements, je fais surtout des imprimés. Et je fais des imprimés que je vais mettre sur des vêtements. On fait généralement que des coupes qui sont ultra simples. On a le même modèle de chemise depuis 4 ans et demi. On a le même modèle de pantalon Tilda depuis 4 ans. L'idée, c'est vraiment de faire des vêtements qui soient ultra intemporels, et que ce soit ta grand-mère comme ta petite sœur, en fait, elle peut le porter parce que c'est pas à la mode. Là, par exemple, je vois ma sœur, la manière dont elle s'habille aujourd'hui, ou la mode qui est hyper années 90 pour les jeunes et tout. Bon, ma grand-mère, clairement, elle s'habillera pas avec les fringues de ma sœur, quoi. Alors que nous, on veut créer une mode dans laquelle les gens puissent s'habiller de 25 à 90 ans, en fait. Ouais, pour garder ses vêtements. Exactement. Et l'idée, on parle aussi beaucoup de la transmission. Parce que, et c'est aussi d'un point de vue, je pense, écologique, mais moi, par exemple, je m'habille avec des vêtements que j'ai depuis le lycée pour certains trucs, genre ce pantalon. Léopard, je précise, les gens ne nous voient pas. Ce pantalon léopard. Alors tout le monde me demande d'où il vient. En fait, je l'ai depuis 8 ans, quoi. Donc pas la peine de le chercher. Mais ouais, l'idée c'est de se dire, ok, on fait des vêtements, donc on est quand même dans une démarche de production. Mais moi j'ai envie qu'on se dise que j'en sais rien, une femme qui a 50 ans qui s'achète notre chemise aujourd'hui, quand elle s'en lasse, elle peut l'offrir à sa fille, parce que c'est des vêtements avec des matières qui sont précieuses, qui sont haut de gamme, et la coupe elle va à tout le monde, en fait, elle est pas à la mode. Donc voilà, après je sais pas si c'est trop la question. Si, non, c'était de savoir comment parce que je te posais la question de comment on trouve sa place dans l'industrie textile, dans la mode, mais finalement toi tu as pris le pari de toute façon de faire tes imprimés colorés avec des coupes très simples pour que ça aille à tout le monde. Donc voilà comment tu as réussi à trouver ta place. Et pour le coup, je suis pas du tout les codes de la mode, je suis pas du tout au courant de ce qui se fait, je regarde pas du tout les défilés. J'ai juste envie de faire des choses qui me plaisent et que j'ai envie de porter, en fait. D'ailleurs, je m'habille pas du tout à la mode. Oui, t'as ton style. Non, mais c'est intéressant. Et de toute façon, effectivement, ça s'inscrit dans cette démarche de pas suivre les tendances, puisque ça n'a vraiment plus de sens aujourd'hui d'acheter un vêtement pour 1 an, même pas. Enfin, c'est-à-dire que les tendances, on a l'impression que ça change en continu, quoi. Ouais, donc, complètement. Et c'est pour ça que l'idée de faire des vêtements qui soient intemporels, je trouve que c'est hyper important. Parce que déjà qu'on fabrique des vêtements, ce qui est quand même pas génial, si en plus on fait des vêtements qui se démodent, et si dans 2 ans ou dans 1 an et demi, notre cliente n'a pas du tout envie de porter ça parce que c'est plus à la mode et qu'elle a l'air démodée, non. Enfin, ça va pas, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec donc l'arrivée de cette mode responsable, alors je dis aujourd'hui, ça fait quand même quelques temps, mais disons que depuis 1 an, j'ai l'impression qu'on en parle énormément. Il y a aussi, on associe souvent mode responsable à basique, tu sais, à minimaliste. Et c'est vrai que quand on propose des vêtements colorés, on n'est pas exactement dans ce qu'on appelle le sobre, le jean, le t-shirt blanc, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça ? Qu'est-ce que tu réponds à cet argument
basique. Je pense que je trouve ça génial qu'il y ait des marques qui font des basiques et qui sont ultra éco-responsables, genre Patine, qui développe un concept total autour de sa marque. C'est vraiment des basiques, mais qui sont très bien faits. Nous, c'est pas ce qu'on fait, même si moi j'adore, hein, je m'achète, je porte beaucoup de vêtements basiques, mais je trouve qu'il faut aussi avoir un peu d'originalité dans son dressing et il faut avoir des basiques et dans ce cas, bah, effectivement, il faut acheter ses basiques. Enfin, il faut, c'est pas une obligation, mais c'est mieux. Dans ce cas, bah, comme tu t'achètes un basique, tu peux mettre peut-être un peu plus cher dans ton basique parce que tu sais que c'est un truc qui va jamais se démoder, que tu vas porter souvent et que le but, c'est qu'il s'abîme pas pour que t'aies pas à en racheter un 3 semaines après. Mais nous, je considère qu'on fait du basique dans le sens où, bah, en fait, on fait des coupes qui sont intemporelles. Ouais. Et nos imprimés sont pas des imprimés qui vont vraiment se démoder. Donc, c'est du basique, mais ultra coloré et fun. Ouais, c'est pour twister un peu finalement le jean assez simple qu'on peut avoir dans son placard, le t-shirt blanc, et puis se permettre un peu d'originalité. C'est vrai que, et puis c'est vrai qu'il faut pas l'oublier que la mode aussi, c'est un peu, il faut rêver un petit peu, il faut oser se démarquer. Donc c'est intéressant d'avoir des marques qui se complètent en fait. Exactement. Et l'un de tes combats, enfin moi je te suis depuis pas mal de temps parce que j'aime beaucoup. Moi j'ai acheté le tout premier t-shirt blanc avec les cœurs sur les seins. J'ai une autre jupe aujourd'hui, mais donc j'avais le premier t-shirt Élise Chalmin. J'ai vu un peu l'évolution de la marque et aujourd'hui tu as un discours beaucoup plus affirmé. J'ai l'impression, ou en tout cas tu le montres plus certainement sur les réseaux sociaux. Tu fais vraiment la guerre entre guillemets aux matières synthétiques. Tu as vraiment un discours très faites attention aux matières, optez pour des matières naturelles. Pourquoi selon toi c'est important de répéter ce message et peut-être de l'affirmer un peu plus auprès de ta communauté, auprès de tes clientes? En fait, je pense que c'est important parce que je pense que le consommateur n'a pas du tout cette conscience-là. Et que, en fait, je pense et je suis sûre que c'est pas parce qu'on achète un vêtement cher qu'il est bien fait ou que la matière dans laquelle il est fait est noble et ne pourrit pas la planète. Après... Et moi, je fais la guerre au synthétique parce que, bon, déjà, c'est des matières que j'aime pas. Et c'est aussi, en fait, dès le début de la marque, et en vrai, je dis ça et je suis pas très honnête en disant ça parce qu'on a fait une collection avec du néoprène, qui est donc en gros une matière 100% synthétique, qui était au tout début. Mais en dehors de ça, moi, j'ai été éduquée par ma mère qui a toujours acheté des vêtements bien faits, qui nous a toujours acheté des pulls en laine, des t-shirts en coton, des pantalons en coton, des trucs pas en lycra, en élastique, en polyester. Donc voilà, déjà j'ai eu en fait cette éducation-là. Donc moi personnellement à porter, j'ai rien de synthétique quasiment dans mon dressing en fait. Parce que j'aime pas ça. Parce que, enfin, pour moi, porter une chemise qui ressemble à de la soie en synthétique, en fait, ça me dérange parce que j'aime pas le toucher de la matière. Après, il y a des très beaux synthétiques, mais je me dis que je préfère mettre 200 ou 250 euros ou même 190 euros, qui est le prix de nos chemises, dans une chemise qui va être 100% soie plutôt qu'une chemise qui ressemble à de la soie, mais qui n'est pas de la soie. Donc voilà, et en plus de ça, les matières synthétiques, c'est des matières qui sont ultra polluantes de par leur fabrication. Et en plus, une fois qu'elles sont fabriquées, à la limite, on peut se dire, c'est pas grave, je la garde 10 ans, ma chemise. Mais en fait, à chaque fois qu'on la lave, il y a des particules de plastique qui s'en vont du tissu, qui partent dans les couloirs des machines à laver, dans tous les tuyaux, et qui finissent dans la mer. Dans la mer, il y a les poissons. Les poissons mangent les fibres, parce que les fibres s'accumulent toutes ensemble, et les poissons mangent ces trucs-là. Et nous, on mange les poissons. Donc en fait, tu manges ta chemise en plastique, quoi. Et alors bien sûr que heureusement aujourd'hui, il y a plein de sachets dans lesquels on peut mettre ses vêtements pour les laver, pour éviter toutes ces particules, etc. Mais bon, voilà, moi je trouve que, à vendre un produit qui soit cher, je trouve qu'en fait, il faut que le prix il soit au moins justifié par la matière, quoi. Ouais. Parce que moi, je vois des marques, quand je me promène au bon marché, on a fait un benchmark en fait l'année dernière avec la Fédération du prêt-à-porter et on est allé voir aux Galeries Lafayette, au bon marché, au Printemps, etc.,
comparer les vêtements qui sont vendus comme étant de la soie et les vêtements en soie. On s'est rendu compte déjà que nous, on était totalement en dessous du prix du marché des vêtements en 100% soie. Et on s'est rendu compte aussi que tous les vêtements qui étaient en synthétique sont vendus comme de la soie. C'est-à-dire que la chemise d'une marque X vendue à 450 €, et quand tu regardes sur l'étiquette, il y a écrit 100% polyester, bah moi je trouve que c'est pas possible. Enfin, je trouve, mais après, ça veut pas dire que... j'essaye ils ont de faire acheté au cher mieux, le polyester, mais je veux dire, oui. voilà, c'est... Mais moi, je trouve que c'est prendre le client pour un con. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. C'est que, bien sûr qu'il y a plein de frais de structure derrière et tout pour les marques. Alors nous, on est une toute petite marque, donc on a des petits frais de structure. C'est ce qui nous permet de vendre une chemise 100% soie à 190 €. Mais c'est pour ça que ce qui m'énerve, c'est quand les gens viennent nous dire « Ah, mais c'est cher ce que vous nous vendez », j'ai envie de leur dire « Mais non !» Enfin, allez voir ce qui se vend à côté, quoi. C'est ça qui me frustre, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, j'ai du mal, quoi. Et même, on a sorti un pull cette année, qui est un pull Made in France 100% laine à 190 €. Mais tout le monde m'a dit, mais ton pull, il est pas assez cher. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a 10 000 autres marques qui vendent au même prix un pull qui est en 100% acrylique, mais les gens regardent pas les étiquettes. Donc en fait, ils pensent que notre pull, c'est le même que le pull d'une marque autre qui est vendu à 190 €, mais non. Enfin... C'est pas du tout la même chose. Ah bah c'est sûr qu'un pull en acrylique et un pull en laine, il vaut mieux opter pour la laine si t'as envie d'avoir chaud, quoi. Si t'as envie d'avoir chaud, si t'as pas envie de transpirer dans ton pull, enfin il y a plein de trucs qui sont beaucoup mieux de toute façon. Enfin de toute façon c'est une matière naturelle, quoi. Donc. Parce que je me souviens quand t'as sorti le pull en laine justement, t'as énormément répété en essayant d'éduquer au maximum ta communauté sur. Faites attention sur les pulls, vous faites pas avoir, préférez la laine. Enfin, pour l'hiver, quoi. Je veux dire, ça paraît cohérent, mais c'est vrai qu'on a une méconnaissance un petit peu des matières. Ouais, je pense qu'on est vachement faussé aussi, malheureusement, quoi, parce que. Alors, je pense que petit à petit, là, il y a une prise de conscience, mais c'est clair que qu'il faut regarder les étiquettes des vêtements, quoi, parce que écologiquement, c'est le premier truc à faire, en fait, je trouve. Ouais. Et après, à côté de ça, ça veut pas dire que les marques font tout, enfin que d'autres marques font tout mal et que nous on fait tout bien. C'est pas vrai, non. Il y a des trucs qu'on fait moins bien et tout. Mais je trouve qu'il faut qu'il y ait un équilibre en fait. La robe en synthétique faite, j'en sais rien moi, en Asie ou même dans les pays de l'Est et tout, qui sont vendus une fortune. Bah là, il y a pas de balance en fait. Et il y a ni la fabrication, ni la matière. Donc là, ça va pas. Enfin, selon moi. Hein. Mais, bien sûr. Voilà. Ouais, non, mais puis on a ces critères aussi propres. Ouais. Et toi, à quel moment tu as pris conscience des dérives de cette industrie textile ? Les matières, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur. Donc voilà. Je me suis rendu compte après aussi pourquoi c'était mieux de faire des matières naturelles. Après, il y a mieux et... Enfin, pardon, mais encore une fois, tout est une question d'équilibre parce que tu vois, on fait des t-shirts 100% coton. Bon, bah, ok, c'est super parce que c'est une matière naturelle, mais le coton, ça pollue énormément parce que ça utilise énormément d'eau. Donc voilà, c'est encore une preuve que ça peut pas être parfait. Mais quand est-ce que j'ai pris conscience des dérives je pense que c'est quand j'ai réalisé que on pouvait s'acheter des vêtements. Il y a une fille j'avais écouté une interview qui disait on peut pas s'acheter un t-shirt au prix d'un sandwich. Mais c'est vrai. Et en fait, c'est ça. C'est quand je me suis rendu compte qu'on pouvait s'acheter des vêtements et en fait ne même pas les porter parce qu'on l'a acheté 12 balles et que en fait, finalement, je l'aime pas tant que ça, c'est pas grave. Et je pense que c'est ça aussi que j'essaye moi vraiment de prôner, c'est genre acheter moins mais acheter mieux. En fait, si tu achètes déjà ton t-shirt, tu l'achètes 50 ou 80 €, mais forcément, tu vas réfléchir avant de l'acheter parce qu'il te coûtera 3 fois plus cher. Et donc, tu auras envie de le porter parce que ton t-shirt, il aura plus de valeur. Tu l'auras acheté plus cher. Ça sera un t-shirt... Enfin, c'est littéral, quoi. Économiquement, ton t-shirt aura plus de valeur. Tu l'as acheté plus cher. Donc, en fait, tu y feras plus attention. Tu vas le porter plus longtemps. Tu auras plus réfléchi à l'acheter. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et ouais, quand il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, enfin, 50 balles un t-shirt », bah ouais, mais au moins tu réfléchis à l'acheter. C'est sûr que quand tu vas chez Zara, ton t-shirt qui coûte 7,99 €,
Après, oui, pour les étudiants, je juge pas, hein, je comprends qu'ils aient pas d'argent, donc voilà. Mais ça n'empêche que même en fait, si ton t-shirt, tu l'achètes 7,90 €, il faut que tu réfléchisses avant de l'acheter. Il faut que tu te dises, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est un truc que je vais porter tout le temps ou pas? Parce que sinon, en fait, on finit avec des placards remplis et remplis de vêtements qu'on porte pas, mais c'est pas grave parce qu'en fait, on les a pas achetés cher, donc voilà quoi. Alors que derrière, il y a des gens quand même qui ont fabriqué tout ça à des c'est clair. prix assez catastrophiques. Et au départ, parce que il me semble que tu as été accompagnée, tu le disais, par la fédération du prêt-à-porter, parce qu'il me semble qu'au tout départ, enfin ta marque a quand même pas mal évolué au tout début, mais tu vas me dire si je me trompe, il me semble que sur les fiches produits, par exemple, de tes t-shirts, c'était pas fabriqué en France. Alors, les t-shirts n'ont jamais été fabriqués en France. D'accord, ok. Et ne le sont toujours pas. Et ne le sont toujours pas. Non. Ok. Et donc, mais parce que tu as une grande partie, le reste en tout cas est fabriqué en France, si je dis pas de bêtises. Justement, c'est des trucs qu'on est en train de changer. Ok, de faire évoluer. Les t-shirts, en gros, ils sont faits au Bangladesh. Et ils sont finis en France, c'est-à-dire qu'ils sont imprimés en France, nos manches sont recousues en France et les étiquettes sont posées en France. Pas les étiquettes de composition. En fait, on les achète à travers une association de commerce équitable qui assure un revenu et des conditions de travail décentes pour les fabricants de ces t-shirts. L'idée, c'est sûr que oui, c'est made in Bangladesh, donc tu dis ce qui est pas terrible, c'est que le t-shirt il vient quand même de loin pour arriver jusqu'à chez toi. À côté de ça, je trouve qu'on est quand même hyper transparent parce que et je me jette pas des fleurs parce que il y a pas de raison et que ça m'énerve les marques qui font ça, mais nous en soi, étant donné le processus pour arriver à ce produit fini, on pourrait revendiquer que notre t-shirt est made in France. Parce qu'il est imprimé à Paris, parce que les étiquettes sont cousues à Paris et parce que les manches sont retroussées à Paris. Sauf que nous, on a envie d'être transparent. On trouve que déjà, on est très fiers en fait de les faire à travers une association de commerce équitable. Donc, on trouve que ce serait déjà pas du tout honnête de raconter qu'ils sont faits à Paris, alors que non, la base du t-shirt n'est pas fait à Paris, c'est pas vrai. Ils sont juste imprimés et dernières étapes de fabrication. Mais voilà, c'était un peu l'alternative qu'on avait pour faire un t-shirt qui soit en coton bio. Et qui nous coûte pas une fortune parce que malheureusement on a quand même aussi un peu besoin de gagner de l'argent sur la fabrication de nos t-shirts. Donc voilà, c'est quelque chose pour le coup qu'on n'a pas changé. On a toujours fait nos t-shirts là-bas et aussi on a beaucoup de retours ultra positifs sur la qualité des t-shirts, la qualité du coton, etc. Donc ouais, c'est quelque chose qu'on n'a pas changé. Et on se dit aussi que, enfin c'est peut-être, j'en sais rien, peut-être que des gens vont trouver que c'est un mauvais discours, mais le Bangladesh notamment, c'est un pays qui est pillé par la fast fashion, etc. On a aussi envie de pouvoir donner à ces gens-là une autre alternative que d'aller bosser dans des usines de fast fashion qui en fait s'écroulent sur eux, ont des conditions de travail pourries. Et non, en fait, et si nous on arrête de les faire travailler à travers cette association, ces gens-là ils vont finir par travailler pour des trucs de fast fashion et avoir des conditions de travail de merde. Donc, voilà, c'est... Enfin, peut-être que c'est aussi une façon d'avoir bonne conscience de raconter ça. Mais moi, je trouve que... Enfin, je sais pas, je suis contente, en fait, de le faire comme ça. Et c'est aussi ce qu'on explique parce que parfois, on a des gens qui nous disent « Ouais, j'ai acheté mon t-shirt, vous prenez le Made in France, mais mon t-shirt, il y a écrit Made in Bangladesh. » On explique à ces gens-là, on leur dit « Alors déjà, non, on n'a jamais dit que nos t-shirts étaient faits en France. » Et on explique en fait la démarche. On passe par une association qui s'appelle Fairwear Foundation, qui fait travailler des gens, qui les fait travailler correctement avec un salaire décent, avec des horaires décents, avec des conditions de travail décentes. Et voilà, je pense que c'est important aussi de... Enfin, ces pays, ils ont été pillés par la fast fashion. Aujourd'hui, on fait la guerre à la fast fashion. Mais ils deviennent quoi, en fait, les gens qui travaillent là-dedans si tout le monde s'en va? Donc voilà, c'est... Et ensuite, pour la partie Made in France, alors, on a fait en France jusqu'en 2020. Et en fait, petit à petit, on s'est dirigé vers du Made in Europe. Tout simplement parce que, et ça fait partie de tes questions, mais moi, ça fait 5 ans que je fais cette aventure et ça fait 5 ans que je ne me paye pas. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un bébé, j'ai quand même un peu besoin de pouvoir bouffer. Donc voilà, ça a été une alternative qu'on a trouvée. On n'a pas vraiment eu le choix. Enfin si, on avait le choix en fait. On avait 3 choix.
Soit on arrêtait de fabriquer en France et on partait en Europe, soit on arrêtait de faire des matières naturelles, on passait au synthétique, soit on augmentait nos prix. Voilà, c'était les trois choix. Alternatives, bien sûr. Et on n'a pas voulu augmenter nos prix parce que je pense que les gens n'auraient pas compris pourquoi avant on faisait du Made in France à ce prix-là et que demain on fait du Made in France mais qui est 3 fois plus cher. Et donc voilà, on a choisi, je pense, que ce qui était la meilleure alternative. Moi, le faire passer au synthétique, c'était hors de question pour moi. Donc voilà, on fait du Made in Europe. C'est pas du Made in France, c'est pas très loin non plus. Mais ça nous permet de pouvoir éventuellement me payer cette année. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, et en Europe, voilà. du coup, c'est où C'est en Bulgarie. En Bulgarie. Ouais. Ok. Vous avez cherché longtemps des partenaires. On a cherché Comment ça s'est passé? Moi, l'idée était venue quand même il y a un petit moment, mais j'avais quand même vachement réfléchi. Je trouvais que le côté Made in France était quand même chouette. Après, il y a un truc quand même qui nous a vraiment décidé à passer le cap, c'est que en fait, on travaillait dans un petit atelier et que moi j'adore. Le problème, c'est qu'on avait des finitions qui allaient pas. On avait des trucs qui parfois étaient mal cousus. On avait des écarts de taille entre deux tailles, genre un pantalon en 38 qui faisait... il y avait 1 centimètre de différence au niveau de la taille. En fait, c'était pas possible, quoi. Parce que c'était un petit atelier, donc en fait, tout était vraiment très artisanal. Donc voilà, on s'est dit que la meilleure alternative, finalement, pour aussi avoir une qualité qui soit irréprochable, c'était de faire ça. Ouais, non, mais c'est le Made in France, c'est pas évident. Et c'est intéressant ce que tu disais aussi sur le coup de vous avez toujours voulu être transparent sur la fabrication des t-shirts, mais qu'au final, vous auriez très bien pu écrire Made in France, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des marques qui le font sans scrupule. Non, mais même là, on le fait pas. Mais donc les vêtements sont fabriqués en Bulgarie. On s'est quand même bien renseigné aussi avant, quand même sur la Bulgarie. Il y a plein de marques, genre APC, toutes leurs collections, elles sont faites en Bulgarie et c'est nickel. Donc voilà, on voulait quand même être sûr que ce soit pas ni fait ni à faire, etc. Et au final, on a une super relation avec notre nouvelle usine. On est trop contents. Ils sont hyper efficaces. Ils sont hyper gentils. On peut parler en français avec eux. Enfin, voilà, c'est top. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Non, sur le Made in France, je te disais, vous avez toujours été sincère, alors qu'au final, c'est clair. Ce que tu dis, ça prouve que des marques pour là, clairement, on se dit non, nous on le fera jamais, mais on pourrait faire l'intégralité de la chemise en Bulgarie et faire poser tous les boutons à Paris. L'étiquette, il pourrait y avoir écrit Made in France. Donc c'est ça le problème aussi du Made in France, c'est que la barrière, je pense qu'il y a 10 000 marques qui se prônent Made in France parce qu'ils mettent l'étiquette en France. C'est pas... c'est sûr et certain, quoi. Mais nous, non, c'est pas le but. Moi, j'ai pas du tout... je sais pas, j'ai envie d'être droite dans mes bottes, quoi. Donc oui, c'est sûr que c'est, entre guillemets, un peu un échec de se dire que c'est pas possible de le faire en France. Mais c'est un échec qui est global. Nous, on n'a pas... par exemple, moi, je suis assez admirative du slip français. Mais bon, nous, on n'a pas d'investisseurs derrière. On n'a pas les volumes du slip français. Donc, peut-être qu'on refera en France quand on aura des volumes suffisants, etc. Mais là, pour l'instant, déjà, c'est pas la stratégie de faire des volumes énormes parce que, écologiquement, c'est pas non plus notre idée. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, non, on se rend compte que malheureusement, c'est pas possible. Et il y a beaucoup, beaucoup de marques. J'avais lu un article d'une marque qui avait dit, comment le Made in France a plombé mon business. C'est exactement ça. C'est que malheureusement, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire du Made in France qui soit abordable. Les gens, ils ont envie de consommer français, et je les comprends moi aussi, et j'achète tout ce que je peux Made in France. Mais les gens, ils n'ont pas non plus des niveaux de vie qui soient démentiels suffisamment pour tous acheter Made in France, quoi. Donc voilà, et nous, notre but, c'est aussi de vendre nos vêtements. Donc si notre chemise, on la vend 400 €, on aura un peu moins de clientes et je pense que les clientes seront un peu saoulées aussi. Ouais, bien sûr. Donc, et puis c'est peut-être pas le but, c'est peut-être quand tu parlais de transmission, d'avoir eu justement des vêtements qui puissent se porter entre 25... du coup, si tu fais 400 €, t'auras pas du tout la même clientèle, cette même idée derrière, quoi. C'est ça, donc on voulait faire des vêtements qui soient de bonne qualité, dans des matières qui soient hyper respectables et voilà, on a dû couper la fabrication française. Des concessions à faire. Non, mais c'est hyper intéressant de t'écouter, d'écouter le cheminement. Et ça, c'est grâce aussi à la Fédération française du prêt-à-porter que tu as pu... La Fédération
fédération cette nous a aiguillés sur ça et nous a dit que clairement notre business model avec du Made in France, ça pourrait pas marcher sur la durée. Okay. Donc ça nous a aussi un peu, on s'est dit bon bah voilà, pas le choix. Ouais. Oui, parce que tu as été sélectionnée dans la catégorie talent, c'est ça, pour que les gens comprennent pourquoi tu as été accompagnée. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Et franchement, c'était super, mais ils nous l'ont dit, ils nous ont dit, nous, on pense que ta marque, elle a un vrai potentiel, mais il faut que tu changes quelque chose parce que sinon, vous allez finir par couler, en fait. Donc voilà, c'est triste, mais c'est le choix qu'on a dû faire. Bien sûr. Et voilà. Mais après, moi, je suis très contente d'avoir fait ce choix-là parce que je trouve que les vêtements sont vraiment très bien faits. La qualité est irréprochable et heureusement, en fait, parce que c'est sûr que si on avait eu du coup la même chose, ça m'embêterait. Ouais, oui, je comprends. Mais à côté de ça, quand même, je tiens à le préciser parce que on fait beaucoup de upcycling, on faisait beaucoup de réutilisation de chutes de tissus, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de faire, avec la Bulgarie et aussi en France. Parce qu'on a toujours notre atelier quand même à Paris. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir quand même proposer des trucs qui soient 100% fabriqués en France. Donc voilà, on dit pas non à tout, mais il y a peut-être certains trucs. Par exemple, on veut commencer à faire des coussins et faire des trucs pour la maison. Bon bah ça, clairement, on va les faire à Paris. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est quand même si on peut le faire, on le fait. Ouais. Bien sûr. C'est pas notre idée, c'est pas de se dire ok, on arrête tout, c'est terminé. Non. Ouais, c'est un équilibre encore une fois à trouver. Et sur la partie aussi du fait que tu ne te payais pas, oui effectivement, ça faisait partie de mes questions parce que tu as un onglet journal sur ton site. Et il y avait une question, tu avais ouvert à ta communauté et quelqu'un te posait vis-tu d'Élise Chalmin, enfin de la marque Élise Chalmin. Et tu répondais qu'à l'époque tu vivais grâce aux collaborations avec donc tu as eu Promode, il y a eu Sarenza aussi. Et du coup, je me demandais, c'est une question que j'avais posée à une autre de mes invitées qui fait des bijoux, Kitty Martin, et qui faisait des collaborations avec Nike. Et du coup, je lui avais demandé comment on fait quand on est une marque avec ces valeurs, de petite quantité, de matières naturelles, de fabrication locale le plus possible. Comment on fait pour concilier ces valeurs-là avec des gros groupes comme Sarenza, par exemple? Quand j'ai fait avec Promode la collaboration, c'était ma toute première collab. Et j'étais moins attentive à tout ça. Donc oui, on a fait Promode, pour moi, ça rentre un peu dans fast fashion, ou en tout cas, c'est des très, très, très grosses productions. À cette époque-là, effectivement, c'était la toute première. J'étais moins sensible à tout ça. Et c'est vrai que je me suis pas trop posé ces questions-là. Bon, c'était il y a 5 ans aussi. Donc on en parlait moins. C'était moins des sujets d'actualité et tout. Mais c'est sûr que même si j'ai adoré travailler avec eux, je suis très contente d'avoir fait ce projet. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je croise des gens avec des produits Promode. Donc, c'est que même si c'était du fast fashion, les gens les portent. Donc ça, c'est cool. Et les portent toujours aujourd'hui. Oui, ce que j'allais dire, ils ont duré. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si je refaisais une collab avec Promode, je me concentrerais vachement plus déjà, rien que sur les matières qu'on utilise, etc. Parce que tu serais plus vigilante, quoi. Je serais beaucoup exigeante. Plus vigilante. Ok. Non mais c'est intéressant parce qu'en plus quand on est une jeune marque, on a aussi besoin de se faire connaître, de s'appuyer sur des groupes comme ça. Et c'est vrai que par exemple Kitty Martin, elle me disait ça m'a permis aussi peut-être d'essayer de parler à la communauté Nike de ces problématiques-là. Donc c'est vrai que c'est clair. C'est pas forcément des gens pareil pour Promode qui vont penser matière, qui vont penser fabrication. Mais donc ça peut être l'occasion les collabs leur permet d'y réfléchir. C'est ça. Donc, Et honnêtement, après, dans toutes les collabs qu'on a fait, là, par exemple, on a des collabs qui arrivent cette année. On a une collab pour les bébés qui est Made in Europe. C'est une petite marque, donc c'est des quantités qui sont pas très grosses, etc. On a une collab, on refait une collab avec une marque avec qui on a déjà fait une collab. Pour le coup, c'est nous qui fabriquons et c'est nos matières. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que effectivement, on y réfléchit maintenant. En disant, quand on fait des collabs, il faut qu'on soit vraiment en adéquation avec ce qu'on raconte pour notre marque à nous, parce que c'est pas juste du marketing, c'est des vraies valeurs, quoi. Donc c'est important qu'on arrive à le faire quand on fait ailleurs. Bien sûr. Et donc tu le disais, tu es récemment devenue maman, et je me demandais si ça avait changé ton rapport à ta conscience écologique, à ta conscience éthique. Est-ce que ça avait bousculé certaines choses chez toi, ou finalement tu avais déjà entamé ce processus, donc pas tellement? Non, je m'en rends pas vraiment compte si ça a vraiment changé quelque chose. Après, moi, personnellement,
je m'achète très peu de vêtements, mais vraiment très très peu. Je suis pas trop une consommatrice en fait. De manière générale, j'achète très peu de choses. Je m'achète peu de choses, mais c'est des trucs que je garde longtemps, donc j'ai plus tendance à, enfin, j'en sais rien, si je vais m'acheter un sac à main, je vais m'acheter un sac à main intemporel d'une marque de luxe que je vais garder 40 ans, quoi. Donc je suis plutôt comme ça. Je suis pareil pour mes vêtements. Quand je m'achète un pull, bah ouais, je m'achète un très beau pull qui va me coûter une fortune, mais je sais que je l'aurai toujours 10 ans plus tard. Donc au final, je m'achète pas grand chose. Déjà parce que comme je me paye pas, j'ai pas beaucoup d'argent, quoi, pour m'acheter des trucs. Et en plus, comme je m'achète des choses qui valent cher, bah voilà, la question est vite posée. En revanche, pour un bébé, c'est très différent parce qu'un bébé, ça grandit. Et ça, je m'en étais pas rendu compte à quel point ça grandissait vite. Donc en fait, je fais beaucoup de Vinted. Ouais. J'achète. Après, on a eu beaucoup de cadeaux de naissance. Mais bon, là, il a 4 mois et demi. Les cadeaux de naissance, il va bientôt plus rentrer dedans, quoi. Donc voilà. Et sinon, franchement, j'ai acheté des trucs sur Vinted, mais c'est la révolution, quoi. Je lui achète des pulls en cachemire à 4 €, qui sont en état parfait. Et je me dis, mais jamais, j'aurais même pas les moyens de lui acheter ce truc neuf. Donc l'idée, ouais, c'est je pensais pas que je ferais ça. Seconde main le plus possible, quoi. Ouais, et en fait, ça m'excite trop aussi de me dire, oh là là, regarde, j'ai trouvé ça, je l'ai payé ça, c'est quand même génial. Enfin, c'est trop bien, quoi. Ouais. Et pour toi, tu es consommatrice de vintage seconde main? Pas trop, parce que je m'achète pas beaucoup de choses. Okay. Donc c'est vrai que comme quand je m'achète des trucs, j'ai plus tendance à m'acheter des choses neuves. Non, je m'achète vraiment pas du tout de trucs d'occasion. En revanche, je revends pas mal mes vêtements que je porte plus ou voilà, quoi. Ouais. Mais après, je me rends compte que je crois que ça a fait 3 ans que je suis pas rentrée chez Zara, quoi. Et je rentre pas aussi parce que je trouve que leurs collections sont hyper cool, mais j'ai pas envie de craquer chez eux. Ouais. Donc ah oui, mais ils sont très doués avec l'image, hein, ça c'est. Ah ouais, ils sont super forts. Ouais. Après, je trouve que c'est assez déceptif aussi, enfin en tout cas pour moi personnellement, parce que finalement, quand j'étais enceinte, je me suis quand même acheté des leggings, quoi, des trucs qu'il fallait quand même que je puisse m'habiller. Les choses que j'ai commandées, j'étais hyper déçue quand ça arrivait, mais parce que je suis hyper sensible aux matières. Et en fait, je me disais, ah non, je peux pas porter ça, en fait. Mais c'est vrai que après, je me suis aussi beaucoup habillée, avec tout ce que j'avais d'un peu grand, etc., quoi. J'ai juste des robes, ce genre de choses, ça tu peux mettre. J'ai juste acheté des leggings, parce que même quand t'es enceinte, en fait, tu rentres pas dans un legging normal, quoi. Donc voilà, mais sinon, j'ai acheté très, très, très peu de trucs, quoi. Ok. Il y a une phrase qui est écrite sur ton site internet et qui est écrite aussi sur ta boutique, moi que j'aime beaucoup et je trouve que c'est peut-être tout ce qu'on peut nous souhaiter pour cette année, qui dit il faut rire, boire, bien manger et être bien sapé. Et je me demandais si derrière le bien, tu avais aussi voulu transmettre une idée aussi de bienfait, de valeur éthique. Bien sûr. Parce que bien sapé, on peut se dire c'est juste avoir un look cool, mais je me disais le bien, il a pas été choisi au hasard, quoi. Non, je trouve que, oui, bien sûr que c'est hyper futile, hein, mais oui, c'est sûr que c'est cool d'avoir une super allure et tout, mais je trouve que, c'est bête, mais je trouve que, en tout cas, personnellement, j'ai une telle satisfaction quand moi, je suis habillée de la tête aux pieds avec des vrais beaux habits dans des belles matières. Je me dis, je sais pas, que j'ai rien à me reprocher. Je trouve que c'est ça aussi que je veux partager. Mais encore une fois, j'ai pas du tout envie d'être moralisatrice. Non, et tu l'es pas du tout, même quand dans tes discours, que ce soit sur le site ou sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tu l'es pas du tout, hein. Mais et parce que je sais qu'à la fédération, quand j'avais écrit cette phrase, il m'avait dit fais attention à ton il faut. Ça doit pas être ça doit pas être une obligation. Ça doit pas être il faut faire comme ça. Et je suis complètement d'accord avec eux. Après, je trouvais que la phrase sonnait bien comme ça, mais ah oui, je l'ai pas du tout prise comme une injonction, moi, le il faut, quand j'ai lu la phrase. On m'a dit de faire attention. D'accord.
Et d'ailleurs, il y a une femme qui est passée devant la boutique l'autre jour et qui est rentrée en nous disant qu'elle trouvait ça sidérant d'avoir écrit un truc pareil en 2021. Avec l'année Covid, on a quand même d'autres préoccupations que de boire, bien manger, rire et être bien sapé. Bon alors moi, je suis pas trop d'accord parce que je trouve qu'il faut un peu de futilité quand même dans cette moi, c'est un peu mon année objectif de 2021, Ouais. c'est de rire, bien manger, boire, faire la fête. Et Ouais, voilà. Je trouve qu'au contraire, on a besoin d'un peu de futilité. Mais bon, effectivement, après, le côté chacun, injonction fait que, en ce moment, c'est pas forcément possible de faire tout ça. Donc, faut pas que ça rende malheureux si on fait pas comme ça. Mais moi, j'ai une grosse satisfaction quand je suis habillée avec des vêtements qui n'ont rien à se reprocher. Je suis hyper satisfaite en fait. Je suis entièrement d'accord. Il y a une certaine fierté de se dire, et puis c'est des vêtements en plus que je vais garder hyper longtemps, quoi. Tu vois, donc, c'est ça, et de me dire j'en ai puis pas qu'on met tout le beaucoup, temps. mais ils sont nickel, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Et c'est une question que je t'ai pas posée, mais sur ta conscience écologique, comment elle se développe aujourd'hui? Parce que c'est un cheminement perpétuel, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais au bout de sa transformation. Et toi, tu dirais que t'en es où un peu dans cette transformation? J'essaye de faire au mieux que je peux. Je sais très bien que je suis pas du tout irréprochable. J'ai des shampoings dans des emballages en plastique, voilà. Enfin, personne n'est parfait en fait. Je fais le tri chez moi, j'essaie au maximum de faire le tri. Et moi, par exemple, quand je vois, il va pas être content, mais quand je vois que mon père il fait pas le tri, ça m'énerve parce que ça te coûte pas grand chose. Et montrer l'exemple, montrer l'exemple aux jeunes parce que moi je suis née dans les années 90, c'était les années de la surconsommation et tout. Aujourd'hui, il y a quand même un vrai tournant, il y a vraiment quelque chose à faire. Et ma conscience écologique, franchement, j'essaye juste de faire le mieux que je peux. Après, c'est sûr qu'il y a des trucs que je pourrais faire 10 fois mieux et que je pourrais faire beaucoup plus d'efforts sur certains trucs et tout. Mais voilà, après, je me dis, je consomme pas énormément. C'est vrai qu'il faudrait que je mange plus de produits locaux, que j'aille moins au supermarché. C'est sûr que c'est de la facilité. On vit dans des grosses villes où on a des rythmes qui sont hyper denses. Et ça fait partie de ça, en fait. Et en même temps, parfois, je me dis, mais c'est une catastrophe. Les supermarchés, ils ont détruit tous les petits commerces. Mais il faut aussi avoir les moyens de pouvoir se nourrir dans tous les petits commerces de quartier, etc. Donc, moi, je suis dépassée par tellement de choses. Je trouve qu'il y a tellement de trucs qui devraient être remis à jour et que c'est très, très, très compliqué. Mais je trouve que il faut essayer de pas se culpabiliser quand on fait pas forcément parfaitement, mais essayer de faire le plus possible, quoi. Alors, on arrive à la dernière question, rituel du podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie? Non, j'ai pas de modèle particulier. Après, je suis assez fascinée par les gens qui sont ultra positifs et qui se lancent dans des défis, les gens qui osent prendre des risques. C'est quelque chose qui me fascine pas mal. Je suis assez admirative aujourd'hui, en y repensant, parce qu'avant je l'étais pas, mais d'une mère de famille de 4 enfants, parce que franchement, je sais pas comment on fait. Moi, je suis débordée avec un bébé, donc voilà, je suis admirative. Je suis admirative de plein de gens différents et de modèles différents. Je crois pas que j'ai vraiment un modèle particulier, non. D'accord. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à Élise d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.